Elle était dans un état... Ouais. Elle était en sang. Hein. Enfin, quand je dis qu'il a prise, elle nous a fait le geste. Hein, il la prenait par les cheveux et il lui frappait la tête comme ça sur le carrelage. Il lui grattait la tête sur le carrelage. Après, il la traînait. Elle avait des égratignures de partout. D'accord. Une scène Non, d'horreur, quoi. Ouais, c'était... Une scène d'horreur. Ok. Elle avait vraiment du sang de partout. Elle a dit, j'ai eu la chance que cette voiture-là s'arrête, parce que peut-être que la personne aurait pu avoir peur et ne veuille pas me prendre. Quoi. D'accord. Waouh. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode d'Extra, l'émission qui vous permet de découvrir des personnalités ordinaires avec un parcours extraordinaire. Et aujourd'hui, on reçoit Anne-Lise qui a été infirmière pendant 13 ans et qui va nous partager les anecdotes, les dessous de son métier, de son passé d'infirmière. C'est fascinant, mais avant qu'on commence, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker tout ce que vous voyez sur le Média Vive et notamment l'émission Extra parce que ça nous permet de grandir, de pousser le projet encore un peu plus haut. Et en plus de ça, vous pouvez maintenant nous suivre en podcast sur Spotify notamment. On vous met le lien en description. Je vous retarde pas plus longtemps, c'est parti. On découvre la vie d'Anne-Lise. Bon, je vais dire la vérité à tous ceux qui nous regardent parce que le fait qu'on soit là ensemble, c'est qu'on est tombé, l'équipe et moi, sur un post LinkedIn que tu as pu faire, dans lequel tu énumérais l'intensité des épisodes que tu pouvais avoir dans une journée de travail normal dans le monde hospitalier, que ce soit la pression, que ce soit les agressions, que ce soit le cadre de travail qui était compliqué. Je parle dans ce sens-là, je parle des effectifs limités, je parle de plein d'éléments qui rendent la vie du monde hospitalier particulièrement compliquée, notamment pour les infirmières et les infirmiers. Pour commencer, on va faire les choses correctement. Est-ce que tu veux bien te présenter, me dire ton nom, âge, la profession notamment dont on va parler aujourd'hui, mais également ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu as changé de métier. Donc voilà, que les gens en sachent un peu plus sur toi, s'il te plaît. D'accord. Alors moi, je m'appelle Anne-Lise, j'ai 38 ans, j'ai été infirmière pendant 13 ans. Ok. Et aujourd'hui, je suis community manager, essentiellement dans le secteur de la santé. D'accord. Même si j'ai d'autres contrats dans d'autres spécialités, mais voilà. Tu touches à plein de choses. Je touche à plein de choses. D'accord. Bon, on va se focaliser sur ton passé d'infirmière aujourd'hui beaucoup, parce que alors c'est un métier dont on parle beaucoup, en même temps très peu reconnu, quand même encore dans la société, et qui malgré tout est indispensable, que ce soit pour les patients, que ce soit pour le corps médical, et qui évolue dans des conditions plus que limites. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec toi, que tu nous racontes un petit peu tes souvenirs de la profession. Alors dis-moi quand même, parce que c'est un métier passion, tout de même, à quel moment toi tu décides que c'est ta vocation, que c'est ce que tu veux faire? Alors, ça n'a pas vraiment été une vocation comme plein d'autres. J'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours aimé prendre soin des gens, être là pour ceux qui en avaient besoin. Et je pense que c'est pour ça que je me suis tournée vers ce métier. Et dès la première année, je me suis dit, c'est super, c'est exactement ce que je voulais faire, sans savoir que c'était vraiment cette voie-là que je voulais emprunter. D'accord. Alors, tu m'as dit 13 ans. Oui. Donc, tu as touché à plein de services différents. Oui. Est-ce que tu peux nous les énumérer, qu'on comprenne un petit peu? D'accord. Alors, déjà, j'ai commencé tout de suite après le bac. J'ai commencé par le service des urgences. Ensuite, il y avait les urgences adultes, les urgences pédiatriques. J'ai fait un petit peu de soins de suite et de réadaptation en orthopédie. Ensuite, j'ai déménagé en Outre-mer, à La Réunion, où j'ai travaillé dans un service d'urgence adulte, urgence pédiatrique, et après sur un pôle tournant, où il y avait plusieurs services. Donc, je travaillais en chirurgie orthopédique, chirurgie viscérale, salle de réveil, soins intensifs et chirurgie ambulatoire. Dans ton cursus, si je ne dis pas de bêtises, il y a des périodes de stage. Quand on est dans l'apprentissage du métier d'infirmière, d'infirmier, on est beaucoup sur le terrain quand même pour commencer à apprendre les bases du métier. Oui. Comment se passe ta première année déjà? Est-ce que tu es pleinement dans ce que tu avais imaginé? Tu me disais que dès la première année, tu avais pu sentir déjà que tu étais au bon endroit pour aider les gens, pour les soutenir, voilà, partager, donner un petit peu. Sur ce plan-là, tu me dis que tu es au bon endroit. Est-ce que pour tout le reste, ça matchait avec tes attentes? Pas toujours. D'accord. Alors, j'étais au bon endroit pour prendre soin des gens, ça c'est sûr. Mais dans mes stages, que ce soit première, deuxième ou troisième année, puisqu'on a 3 années d'études, on n'est pas toujours très bien accueillis par les infirmiers ou infirmières en poste. C'est paradoxal parce que
au vu de tout ce qu'on entend, le manque de personnel, ce genre de choses, avoir du renfort, ça devrait être bien vécu, non? Bah, c'est pas forcément. Alors, c'est pas du renfort parce qu'on est là vraiment pour apprendre. Ouais. Donc, on peut pas être utilisé comme des petites mains supplémentaires. Mais il y a déjà des infirmiers ou des infirmières qui se démarquent quand on arrive et on comprend qu'on n'est pas forcément les bienvenus. Alors peut-être parce que eux, ça doit peut-être les déranger de devoir nous apprendre alors qu'ils ont beaucoup de travail, j'imagine. Ça fait quand même partie des légendes un petit peu qu'il y a autour du monde hospitalier, du personnel médical. Il y en a d'autres, mais il y a ce côté un peu compétition, pas forcément entraide des fois, alors que paradoxalement, vous êtes dans un milieu qui est très difficile. Est-ce que ça, tu l'as ressenti ou est-ce que c'est une légende qui n'est appuyée sur rien? Pendant les études, non. Oui. Enfin, j'ai pas senti vraiment de compétition. Par contre, pendant les postes, oui. D'accord. Et tout de suite, à mon premier poste, Ok. en débutant. J'ai fini mon diplôme, je suis arrivée en poste dans un service d'urgence. Et là, j'ai tout de suite vu qu'il y avait des infirmières qui étaient là pour briller, vraiment aux yeux des médecins, des chefs de service. Ok. D'accord. Ça se traduisait par quoi? Par vouloir prendre à tout prix les déchocages qui arrivaient. Parce qu'après, bon, ça se fait aussi en fonction de qui est disponible à ce moment-là. Qui est le plus à même et a peut-être le plus d'expérience, parce que l'objectif, c'est la meilleure survie du patient. Mais c'était vraiment à évincer tout le monde, à évincer les autres et à vouloir être sur le devant de la scène, quoi. Ouais. D'accord. Et puis ça s'est vraiment bien manifesté verbalement aussi, puisque au bout de quelques semaines, mois, enfin moins de 6 mois, une de ces infirmières m'avait attrapée dans la réserve. Et elle m'avait plaqué au mur en me disant, écoute, moi, ça fait X années que je suis là. J'ai dû faire mes preuves avant d'arriver dans le service des urgences. Toi, tu sors du diplôme, tu arrives direct dans le service des urgences. C'est pas normal. Donc ici, c'est mes urgences et tu vas pas nous prendre ce qui est à nous. Enfin, un truc assez incroyable. Ouais. D'accord. Et elle avait un niveau hiérarchique par rapport à vous? Non, elle était infirmière comme nous. D'accord. Mais plus ancienne, avec plus d'ancienneté. Et après, il y en a d'autres qui étaient par contre... très accueillants, très bienveillants, qui m'ont bien accompagnée, puisque j'ai eu 15 jours d'accompagnement pour être... D'accord. Je sais plus le mot. Pour être, en gros, te rendre autonome dans le métier. D'accord, ok. Alors, tu m'as parlé de la relation conflictuelle. Quand tu arrives dans ce monde-là, le personnel qui travaille déjà là te dit quoi sur le métier? Est-ce qu'il y a un discours positif? Est-ce qu'au contraire, on te met en garde sur plein de choses? Comment ça se passe? Comment t'es accueilli en dehors de des frictions dont tu m'as parlé? Il y a quand même un regard positif. Quand on vient aux urgences, c'est qu'on est vraiment passionné par l'urgence et qu'on veut être aux urgences. Ok. Moi, je voulais être aux urgences. J'avais fait mes stages exprès aux urgences et au SMUR. Donc, quand on est là, c'est qu'on a demandé à être là et on aime vraiment ce qu'on fait. Je voyais pas trop peut-être un ou deux qui étaient plutôt en fin de carrière, qui eux montraient des signes un petit peu de fatigue et d'agacement. Mais sinon, relativement tout le monde était heureux d'être là et passionné passionné. Ouais, d'accord. Ouais, vraiment. Tu me parles du SMUR, tu me parles des urgences. On n'est pas tellement dans le type de service où c'est le calme plat, où on ne voit pas des choses assez traumatisantes, choquantes tous les jours. Donc, toi qui es une jeune femme à l'époque, même s'il y a eu les stages, etc., pour te préparer, comment tu gères? Déjà, qu'est-ce que tu vois sur ton lieu de travail au quotidien? Est-ce qu'il y a des épisodes qui t'ont particulièrement touché ou pas? Oui, il y en a beaucoup. C'est tous les jours, en fait? Ouais, c'est tous les jours. C'est quoi les épisodes qui te touchaient le plus, toi, émotionnellement? Les décès. Parce qu'il y en a beaucoup? Il n'y en a pas beaucoup. Aux urgences, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a où, par exemple, tu as quelqu'un qui arrive suite à un accident et ils étaient 2 lors de l'accident, mais il n'y en a qu'un qui vient à l'hôpital parce qu'il est blessé, l'autre est décédé. Ouais. Donc ça, c'est difficile et c'est très pesant pour le service, puisqu'on sait tous que la deuxième personne n'arrivera pas. Et souvent, le patient, lui, ne le sait pas. Donc, c'est vous qui avez la charge de l'annoncer au patient? C'est le médecin. C'est le médecin qui l'annonce? C'est le médecin qui l'annonce. D'accord. Mais du coup, quand vous accueillez cette personne-là, comment vous gagnez du temps? Parce que le médecin n'est pas forcément là tout de suite pour s'occuper de la personne. Quand tu accueilles quelqu'un aux urgences, la personne voit qu'elle est toute seule, que l'autre n'a pas suivi.
tu as des techniques, entre guillemets, pour gagner du temps, ne pas faire cette annonce-là à la personne ou pas? Non. Tu évites le sujet? C'est pas qu'on évite le sujet, mais on explique à la personne que nous, on est là pour l'accueillir ici aux urgences, et ce qui s'est passé avant, en ville ou lors de l'accident, on n'a pas les connaissances, on ne sait pas. Les pompiers nous amènent à personne, on connaît la personne, son état, mais on ne sait pas qui avait avec elle et où cette personne a été transportée et comment elle va, et qu'on va se renseigner et que dès que possible, on va lui donner des renseignements, mais que la priorité pour nous, c'est aussi de prendre soin de cette personne-là qui est blessée. D'accord. Parce que souvent, les blessures sont très, très graves. Tu me disais que c'était les décès qui t'avaient le plus marqué. Est-ce qu'au-delà de l'absence de quelqu'un, parce que là, tu remarques un décès par le fait que la personne ne soit pas là, est-ce que dans tes premières années déjà, tu as été amené à gérer la perte d'un patient qui arrive en vie mais qui ne s'en sort pas, ce genre de choses? Tu me parlais du SMUR aussi. Vous êtes amené à voir toutes sortes de situations. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été confronté déjà très jeune ou pas? Oui. Oui, bah déjà avant d'être infirmière, puisque mon stage de SMUR, ça a été c'était 3 mois avant mon poste. D'accord. Là, oui, je me souviens qu'on est arrivé chez un patient pour une douleur thoracique, donc la douleur typique qu'il avait, bras gauche, douleur en étau et tout ça. Lui, il était vivant quand on est arrivé, il nous parlait, tout allait très bien, et pendant qu'on était en train de le bilanter, il a fait l'arrêt. Ah oui, donc en direct, tu vois la chose, tu subis la chose avec. Voilà. En direct. Donc là, on se dit, bon, bah, il a quand même toutes ses chances, puisqu'on est déjà là, il est déjà perfusé, on peut lui mettre les produits qui vont bien et tout ça. Et lui, on l'avait pas du tout récupéré. C'était vraiment un infarctus massif et on pouvait rien faire. On l'a massé chez lui, dans son salon, il y avait sa femme à côté. Ah oui, en plus, qui criait, qui était en point de désarroi, quoi. Donc, là, c'était compliqué. D'accord. Donc là, tu me dis que t'es même pas infirmière. Non. Je devais avoir 20-21 ans. Ouais. Comment on gère ça? Moi, déjà, rien que t'entends en parler, ça me met des frissons, les larmes aux yeux. Toi, ça devient ton quotidien, mais à ce moment-là, t'es toute jeune. Tu me parles de la maman, de la femme qui est en train qui perd pied, du coup, à côté. Toi, la personne, tu arrives, elle est visuellement, entre guillemets, en bonne santé, même s'il y a une douleur, mais rien d'alarmant, entre guillemets, visuellement. Comment tu gères ça, toi? Eh ben, j'ai toujours eu une très bonne gestion du stress à ce moment-là. Vraiment, je suis dans ma bulle de l'objectif, c'est le patient. Je vois bien évidemment la dame qui va mal, mais je peux pas rassurer la dame et faire le massage, parce que même si j'étais qu'étudiante, c'est toujours bien d'avoir une personne en plus pour faire le massage, parce que c'est épuisant. Ouais, c'est éprouvant. Donc on se relaie. Là, on l'avait massé pendant, je ne saurais plus dire, mais plus d'1h30. On a vraiment essayé... 1h30 de massage. Et à quel moment on décide qu'on ne fait plus? C'est le médecin qui décide. Tant que vous n'avez pas la décision ferme du médecin, on continue. On continue. D'accord. Ok, 1h30, c'est... Effectivement, vous c'est très long. En fait, le médecin voulait lui donner toutes ses chances, parce qu'il a dit, on était là, on a mis tout ce qu'il faut direct. On a essayé de relancer, on a choqué avec le défibrillateur. Il a pris le temps, il a pu l'intuber. Enfin, il y avait vraiment toutes les conditions réunies. Mais malheureusement, parfois, en fait, il faudrait être carrément à l'hôpital, avoir une table de coronarographie, où tout de suite, on va avec un dispositif et pour pouvoir mettre des stents, pour pouvoir... Malheureusement, tous ces équipements-là, tu l'as pas forcément dans la voiture. On l'a pas à la maison. T'as 21 ans, donc tu me dis à l'époque. T'es déjà avec ton mari à l'époque? Non, pas encore. Tes soutiens, c'est quoi à ce moment-là? Mes amis. Mes T'arrives amis à en parler facilement? Oui, parce qu'elles sont infirmières comme toi. Vous partagez le même monde. Mes copines que j'ai rencontrées lors de l'école infirmière. Donc, on est toujours très soudés et on se raconte tout et on en a besoin. Il faut qu'on puisse évacuer, parce que mes amis, ma famille aussi. D'accord. Ok. Tu arrives à ton jeune âge à, du coup, retourner au travail le lendemain, c'est même pas le lendemain, parce qu'en réalité, après cette intervention, tu continues ta journée. Il y en a une autre. Voilà. Tu dois de nouveau rassembler tes esprits, rassembler tes idées pour être performante, entre guillemets, sur la prochaine intervention. Et ce jour-là, on en avait fait deux interventions de ce type-là. Qui ont la même issue? Qui ont la même issue, ouais. Enfin, la deuxième, on est arrivé, la personne était déjà décédée. C'était une dame de 62 ans, une vacancière allemande avec son mari, et elle a fait une embolie pulmonaire, donc elle, on n'a pas pu du tout la récupérer non plus. D'accord. Et là, par contre, ça m'avait plus touchée.
Je sais pas. Peut-être parce que à l'époque, il me semble, elle avait un âge proche de mon papa. Ah, t'as fait la... Et j'ai fait le rapprochement, le transfert. D'accord, ouais. Ok. Et puis c'était aussi le cumul des deux. Tu vois, tu rentres le soir, tu te dis, demain, mon père, il peut avoir la même chose, quoi. Ouais, donc, mon père, ma mère. Wow. Donc, c'est compliqué. Ce jour-là, je me souviens que c'était compliqué parce qu'on en a eu vraiment 2 d'affilée. Et... faut se relever le lendemain matin, retourner au travail. Ouais, mais ça donne aussi la pêche de te dire, eux n'ont pas eu cette chance-là. Et ça te met aussi devant le fait accompli qu'à tout moment, n'importe qui peut partir comme ça, quoi. Donc, il faut vraiment profiter. Ouais. Et bon, on le dit tout le temps, hein, on voit plein de vidéos de développement personnel, il faut profiter, mais quand tu le vis, ça te fait un petit rappel, tu vois, toujours une petite piqûre de rappel, on en a régulièrement dans le métier. Est-ce que ça a un impact sur... On parle d'une jeune femme, 21 ans, c'est tout jeune, on est censé être encore entre guillemets innocent encore à ce moment-là. T'arrives à garder cette innocence, cette légèreté de 20 ans quand on est dans un métier comme ça ou pas? Ouais. Ça t'empêche pas d'aller faire la fête, ça t'empêche pas de... D'accord. Ok. Bah, bravo, parce que moi, ça me fout en l'air déjà. Ouais, mais je pense que c'est aussi ça qui fait que on sait que la vie est belle à côté et qu'il faut continuer la vie. D'accord. Moi, c'est ce que je me dis, et pourtant, j'ai déjà eu des décès personnels dans ma famille, même si j'en suis toujours très touchée et très émue. La vie continue, malheureusement ou heureusement, la vie continue et il faut que les vivants vivent. Oui, c'est vrai. Alors, tu me parles déjà de cet aspect-là. Il y a la mort, très vite, finalement, dans ton expérience. Est-ce que, au-delà de la mort, l'aspect choquant des scènes que tu peux voir? On entend souvent les pompiers. Mon beau-père a été pompier, volontaire. Il m'explique qu'il a vu des choses, j'ai épargné les détails aux gens, mais il s'est retrouvé à ramasser des morceaux de personnes aux 4 coins de la rue parce que son supérieur hiérarchique lui a dit faut qu'on parte, faut tout ramasser, quoi. Lui il m'expliquait qu'il a coupé en fait ses émotions à ce moment-là, que il sait qu'il est dans cette situation, mais comme si ça s'éteignait dans sa tête et qu'il faisait la mission sans rapport à ce qui fait de lui un humain, entre guillemets. T'es dans ce rapport-là, toi aussi? Est-ce que tu vois des choses déjà très jeunes qui font que tu dois mettre sur off pour pouvoir continuer ou pas? Oui, il y en a. Alors, peut-être pas comme ton beau-père, parce que après, nous, à l'hôpital, on a moins tout ce qui est la scène de crime, entre guillemets, quoi, la scène de l'accident. Ouais. Mais quand j'étais au SMUR, on en a eu. J'avais eu un monsieur qui avait eu une balle dans la tête. D'accord. Ça m'avait un petit peu choqué quand même. Surtout quand t'es jeune. Tu te dis, attends, on est dans le Var, c'est pas la guerre, c'est pas courant quand même d'avoir quelqu'un qui se fait tirer dessus. Et après, j'ai eu aux urgences, les pompiers, quand ils nous ont amené quelqu'un, ils m'ont donné un sac plastique. Et ils m'ont donné tous les effets personnels. Et puis dans le sac plastique, en fait, il y avait un orteil. Alors, sur le coup, j'ai fait... Et après, j'ai dit non, allez, on y va. Et c'est rigolo, je me suis dit, c'est un os de poulet. C'est un os de poulet. C'est comme ça que tu arrives à tenir le coup, c'est ces petits trucs-là c'est un os de poulet. C'est un os de poulet, et j'avais mon collègue aide-soignant à côté, et je lui dis, viens avec moi, regarde, on doit gérer l'os de poulet, là. Waouh. On savait pas trop s'il fallait qu'on le garde ou pas pour s'il y avait une reconstruction derrière. D'accord, ok. Bon, je vais dire la vérité à tous ceux qui nous regardent, parce que le fait qu'on soit là ensemble, c'est qu'on est tombé, l'équipe et moi, sur un post LinkedIn que tu as pu faire. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est que on revienne sur ce post LinkedIn qu'on va montrer à l'écran et que, étape par étape, je te lise les passages que tu as mis dans ce post et que tu m'expliques un petit peu plus les détails, le contexte de ce que tu as vécu ce jour-là. D'accord ? D'accord. Alors, on commence par « Aux urgences, un patient m'a projeté contre un mur. Au sol, j'ai compris que si je me relevais, il frapperait encore. Alors, j'ai rampé hors du box. » Tu me dis que tu es infirmière, tu me mets cette phrase-là à côté, je ne les associe pas. D'accord ? Par rapport à ma vision du métier. Ouais. La réalité, apparemment, elle est tout autre. Est-ce que tu peux me dire comment on en arrive à cette phrase-là ? Alors, c'était un jeune patient qui avait pris beaucoup de drogue et de médicaments.
qui était pas loin d'être en overdose il a failli mourir. D'accord. Et en fait, donc nous, pendant qu'il est arrivé, on avait perfusé, on a mis une sonde urinaire pour pas qu'il se mette ce qu'on appelle en globe, pour pas que ses urines ne sortent plus et que sa vessie éclate. Explose, d'accord. Et à son réveil, il était un petit peu vaseux, pas tellement dans son état normal, et il voulait retirer tout ce qu'il avait sur lui. Donc moi, je lui ai dit gentiment de ne pas retirer tout. Mais en fait, il était ultra violent, quoi. Et il voulait absolument tout retirer. Je lui ai quand même insisté pour lui dire qu'il valait mieux pas le faire, parce que quand on est sondé, on a un ballonnet qui est gonflé à l'intérieur de la vessie. Il risquait d'avoir mal, ça risquait de l'abîmer. Et il a rien voulu entendre. Alors, je pense sincèrement que pour ce coup, le patient, il n'était pas dans son état normal, puisqu'il était en phase de réveil. Enfin, il était déjà bien réveillé, hein. Il comprenait quand même ce que je lui disais. Oui. Et là, il m'a donné un énorme coup avec une force surhumaine, vraiment. J'ai vu un coup partir, je me suis baissée, et en me relevant, j'ai pas vu l'autre arriver. Ah d'accord. Donc tu évites le premier, ouais. Tu te prends le deuxième. Je me prends le deuxième. Wow, le deuxième et un autre sur l'épaule. D'accord. J'avais une très grosse marque pendant plusieurs jours, semaines. Et du coup, le fait, sa force m'a projeté contre le mur. Après, les box sont pas très larges. Mais il y avait bien un bon mètre, oui, ouais. D'accord. Je me suis fait projeter contre le mur, et tu vois, un peu comme les jouets pour enfants que tu colles sur le mur et qui glissent comme ça, j'ai fait pareil. C'est ce qui t'est arrivé, c'est vrai? Waouh. Ouais, j'ai fait pareil, et par terre, j'ai crié le nom de mon collègue dans le couloir, parce que la box était fermée, et j'ai rampé comme ça jusqu'à la porte. Il a ouvert la porte, il m'a tiré, il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe et tout, et après il a pris le relais. Et tu dis, sentir que si tu te relèves, tu vas en prendre d'autres. Ah bah oui, parce que j'ai évité le premier, j'ai vu le deuxième. Tu sens qu'il a pas fini Non, il avait pas fini, il était en train... du coup, il a tout arraché. Hein. J'ai pas pu le raisonner. Oui, donc il a arraché tout ce qu'il avait, notamment tes craintes de sonde et tout. Blesse et tout, ouais. Et c'est arrivé, du coup, il était blessé. D'accord, ok. À la rigueur, quand tu me parlais des décès et des violences, des scènes violentes, on peut l'entendre, on peut se projeter au fait que tu vois ce genre de choses et que tu vives ce genre de choses quand on voit le métier que tu décides de faire. Ça, non. Est-ce que ça, c'est plus difficile pour toi à encaisser que je m'y attendais pas, déjà, c'est sûr. Justement, ouais. Après, c'était mon premier poste, alors peut-être que, c'était pas non plus au tout début, mais peut-être qu'avec l'expérience, j'aurais anticipé, je sais pas. Anticiper qu'on t'agresse, c'est quand même un peu fou. Ouais, non. Mais c'est fou, parce que, comment dire... Mais après ça, par contre, j'ai plus jamais pris de coups. Hein. Mais pourquoi tu n'en prends plus après? Qu'est-ce qui fait que tu n'en prends plus après? Parce que tu me dis anticiper, c'est-à-dire que justement, tu as réussi à anticiper. Qu'est-ce qui fait que tu ne prends plus de coups? C'est parce que tu tombes sur des gens qui ne sont pas comme lui? Enfin, pas dans cet état-là? Pas autant, peut-être pas autant violent. Après, il y a eu des gens très violents. D'accord. Mais sans que tu prennes de coups pour autant. Sans que je prenne de coups pour autant. Mais on a dû faire intervenir la sécurité, on était plusieurs infirmiers. Enfin, après, j'ai toujours réussi à pas me faire frapper. C'est fou. Mais c'est normal que tu te retrouves seul dans un box avec un patient? Ouais. D'accord. C'est pas il y a pas de règle de sécurité par rapport à ça au moment où tu le vis? Non. Aujourd'hui, c'est le cas? Aujourd'hui, on évite de se retrouver seul avec un patient? Non, j'ai pas... Quand j'en parle avec des collègues qui sont encore infirmiers, on peut pas se permettre d'être deux. Ah non, je comprends. C'est pas possible. Après, quand le patient arrive, on est forcément deux, parce que des fois, il faut le mobiliser pour gérer, à droite, à gauche, pour le changer. S'il est complètement inconscient, en déchocage, on est même beaucoup plus que deux. Tu te fais frapper par ce patient. C'est quand même le monde à l'envers. Tu es là pour aider les gens, les soigner. Tu te fais agresser. Ouais. Ça te dégoûte de ton métier ou pas? Non. Il n'y a pas de remise en question de pourquoi tu fais ces choses-là. Non. Comment tu arrives à expliquer avec tout ce que tu viens de me décrire que ça ne touche pas du tout ta motivation à exercer ça, alors qu'il y a un aspect un peu, c'est même pas ironique, c'est complètement contradictoire de vivre ce que tu vis? Comment tu arrives à te l'expliquer? Tu te poses pas la question? Non, je me pose pas la question. Moi, je faisais ça vraiment pour les gens, pour aider les gens, pour les accueillir, les soutenir, les soigner, les aider à vivre. Donc tu n'en veux même pas à la personne qui t'a fait ça? Non. Et je pense que c'est un problème qu'ont beaucoup d'infirmiers, c'est que bien souvent, on va trouver des excuses à la personne qui l'a fait. C'est ce qu'on vient de faire, d'ailleurs. C'est ce qu'on vient de faire. Il était dans un état... Ce qui est une vérité, hein. Il était dans un état... Il était déboussolé, il était tout ce qu'on veut. Pour autant, t'es là pour le soigner et c'est toi qui prends des coups. Et oui.
Je continue avec ton post LinkedIn. Un homme a exigé d'entrer dans le service où se trouvait sa femme, celle qu'il venait de fracasser sur le carrelage, la tenant par les cheveux. C'est pareil, c'est un épisode qu'on n'oublie pas. Non, pas du tout. Alors, avant que tu rentres dans le détail, parce que c'est assez explicite ce que tu décris, à quelle fréquence ça arrive, ça, dans une semaine de travail? Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres 1, 2, 3, 4 fois par semaine? C'était pas très fréquent, en tout cas, moi, quand j'y étais. En plus, par contre, j'ai quand même une comparaison entre le premier service d'urgence et le deuxième service d'urgence que j'ai fait. C'est quoi la comparaison? J'en ai vu plus dans mon deuxième service d'urgence. Qui était où? À La Réunion? Ouais. Plus de cas similaires à celui-ci? Ouais, celui-ci, c'était là-bas que ça s'est passé. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est passé, ce contexte? La dame, quand elle est arrivée, elle nous a bien expliqué ce qui s'était passé. Elle est arrivée à moitié nue parce qu'elle a réussi à s'échapper de la maison et qu'elle a arrêté une voiture sur la route qui passait. Elle était en sang et la voiture a bien voulu l'emmener à l'hôpital. Ok. Et quand elle arrive à l'hôpital, nous, dans notre service, on avait un code couleur, on mettait une pastille violette sur le dossier pour indiquer qu'il venait d'y avoir une violence conjugale. Et du coup, ça nous permet à nous de demander à la patiente si elle veut être protégée, si elle accepte que la personne vienne la voir, parce que nous, on ne peut pas refuser si elle veut que la personne vienne la voir. Et donc là, elle nous avait dit non, je veux pas qu'elle vienne, je veux pas qu'il vienne me voir. D'accord. Et ce monsieur-là est arrivé. Il est arrivé au service des urgences pour la voir, en nous faisant croire qu'elle était tombée. Comment il sait qu'elle est là? Il se doute. Elle était dans un état, elle était en sang. Hein. Enfin, quand je dis qu'il a prise, elle nous a fait le geste, hein, il la prenait par les cheveux et il lui frappait la tête comme ça sur le carrelage, il lui grattait la tête sur le carrelage, après il la traînait, elle avait des égratignures de partout. D'accord. Une scène d'horreur, quoi. Ouais, c'était... Une scène d'horreur, ok. Elle avait vraiment du sang de partout. Elle a dit, j'ai eu la chance que cette voiture-là s'arrête, parce que peut-être que la personne aurait pu avoir peur et ne veuille pas me prendre. D'accord. Waouh. Comment vous le gérez, ça, après la venue du mari, qui vient pour récupérer sa femme? Comment on gère ça? Parce que c'est pareil, on est face à l'agressivité du mari. Ouais, là, il y avait une grosse agressivité. Alors, nous, dans le service, on était plus ou moins protégés, puisque avant de pouvoir entrer dans le service, tu as une porte vitrée. Avant ça, tu as encore un sas. Et c'est plutôt les secrétaires qui se sont pris beaucoup d'insultes et de violences. D'accord. Mais on appelle de toute façon le service de police, enfin la gendarmerie ou la police qui viennent. Et après, là, c'était eux qui ont géré. Tu me dis que ce genre de cas, sans que ce soit forcément aussi poussé ou aussi violent, arrivait plus souvent quand tu étais à La Réunion? Ouais. Alors, est-ce que je l'ai plus remarqué parce qu'à La Réunion, j'étais infirmière d'accueil et du coup, j'étais plus exposée et j'avais vraiment tous les cas qui arrivaient. Mais je beau réfléchir, vraiment, j'en ai pas vu, moi, en tout cas, quand j'étais dans mon premier service. Est-ce qu'on choisit un service, au-delà d'un hôpital, est-ce qu'on choisit un service par rapport à sa capacité à supporter ce genre de choses ou pas? Je reformule ma question. Est-ce que tu as déjà décidé de quitter un service parce que ce que tu y voyais était trop violent pour toi? Non. Non? Alors, pour moi, c'était pas... Ça faisait pas partie des critères pour toi? Ouais. Ok. Donc, ce genre de situation-là, tu ne remets rien en question, toi? Non. C'est une journée de travail. Ouais. Tu rentres à la maison, chérie, comment s'est passée ta journée? J'ai eu ça aujourd'hui quand même. C'est dur à encaisser, t'en parles avec le sérieux, parce que là, on fait exprès, on prend de la distance. À cette époque-là, j'étais mariée, donc là, j'en ai parlé avec mon mari. Et ça ne t'empêche pas de dormir la nuit? Non. Tu arrives à gérer? J'arrive à gérer. Mais par contre, tu vois, c'est des choses qui, encore aujourd'hui, je m'en souviens. Et c'était il y a plus de 10 ans. Est-ce que ça ressort plus aujourd'hui que tu as quitté le monde médical directement qu'à l'époque où tu étais en plein dedans? Peut-être qu'à l'époque, quand j'étais en plein dedans, t'as la tête dans le guidon et t'avances, tu fais le truc et... Oui, tu te poses pas de questions. Tu te poses pas de questions. C'est vrai que après, avec le recul, en réfléchissant peut-être à plusieurs anecdotes que j'aurais pu avoir, je me dis, waouh, quand même, j'ai eu ça, c'est chaud quand même. Parce que c'est un peu la sensation que j'ai eue quand on a discuté pour la première fois, où j'ai senti, alors il y avait déjà cet aspect de l'exercice, de l'interview, de partager ce que tu as vécu, qu'il fallait qu'on cadre, mais il y avait aussi, j'ai senti
un moment où la confiance s'est installée, comme une avalanche, moi, d'anecdotes, de souvenirs complètement fous qui sont revenus, voilà, en plein dans ton visage. Tout m'est revenu. Quand je t'ai demandé de commencer à réfléchir à des choses que tu voudrais qu'on aborde ou pas ensemble, j'ai vu ton visage changer à travers l'appel, on était même pas en face à face. Est-ce que, comme je te dis, quand tu regardes un petit peu par-dessus l'épaule, aujourd'hui, ça te perturbe? Est-ce que dans tes rêves, aujourd'hui, tu vois ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des moments où tu te retrouves à avoir des chocs d'émotions, entre guillemets, larmes aux yeux ou autre, ou n'importe quelle autre manifestation, quand tu repenses à ces moments-là ou pas? Très souvent, ça me revient. C'était quand je te parlais des décès. Ouais. C'est un accident de voiture d'une maman et d'une petite fille qui avait 8-9 ans. Et c'est la maman qui est arrivée à l'hôpital sans la petite fille. Je sais où a eu lieu l'accident. Je sais sur quelle route a eu lieu l'accident, puisqu'on l'a su. Il n'y a pas une seule fois où je passe sur cette route et je pense pas à la petite fille. Et où je repense pas au cri de sa maman qui appelle sa petite fille dans les urgences pour qu'elle vienne la rejoindre. Ouais. Ça, c'est dur. On s'en remet pas de ce genre d'épisode? Je pense pas. À l'époque, j'étais pas maman. Là, maintenant que je suis maman, c'est encore pire. Ok. D'accord. D'autant que mes enfants, ils ont l'âge de la petite fille, là, donc... Ton mari te dit jamais que il ressent à ce moment-là, peut-être, les conséquences de la gravité de ce que tu vois dans ton travail rejaillir sur votre vie à vous? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez des discussions sur là, je te sens plus tendue, là, je te sens moins présente, là, je te sens... Pas dans ce sens-là, mais dans le sens où, oui, il dit que souvent, je vois le pire. Dans une situation que lui, il pourrait croire normale, moi, je vais toujours m'imaginer le pire, mais parce que j'ai vu le pire. Oui, tu sais qu'il existe. Je sais qu'il existe et alors dans les statistiques, pour lui qui ne le voit jamais, le pire, ça arrive peu. Mais moi, que c'était mon quotidien, du coup, j'avais vraiment cette impression-là. Mais c'est le problème de beaucoup d'infirmières. Beaucoup de mes copines infirmières, c'est la même chose. Votre réalité n'est pas la même que la nôtre, entre guillemets. Ouais. D'accord. Bon, j'enchaîne avec mon prochain épisode LinkedIn. Là, on va parler un peu plus du rapport aux autres, aux familles, aux encadrants, aux accompagnants, ce genre de choses, d'accord? Tu vois, à mon avis, très bien déjà de quoi je veux te parler. Je le lis pour les autres. J'ai vu une famille m'encercler, furieuse, refusant de quitter la chambre tant qu'on ne soignait pas immédiatement un ulcère chronique. Avant qu'on démarre ça, et que tu m'expliques le contexte, j'ai l'impression, contrairement à tous les autres cas que tu m'as énumérés là, que c'est une situation à laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier. Pas forcément en tant que victime, toi, tu as été la victime dans ce scénario-là par rapport à l'attitude des gens, mais que l'inquiétude, que la peur, que l'impression que tout ce que nous on a, tout ce qui nous touche nous, notre enfant, notre ami, est le plus important de tout ce qui se passe dans l'hôpital, évidemment. Voilà. Donc on a un petit peu ce côté égocentrique, manque de lucidité, qui va motiver ce genre de comportement. J'irai pas jusqu'à encercler quelqu'un. Je te rassure, je suis normal. Mais c'est quand même dans tous les cas que j'ai pu analyser dans des choses qu'on a énumérées ensemble, celui dont je me suis senti le plus proche. Je sais pas ce que ça veut dire sur moi, ni ce que ça veut dire sur la majorité des gens. J'ai l'impression que la majorité des gens vont ressentir la même chose que moi en entendant ça. Mais du coup, de par mon sentiment là, et avant que tu me décrives les détails exacts de cette scène, est-ce que c'est quelque chose qui arrive très souvent, ça? Oui. D'accord. Ça, c'est du quotidien. Ouais, la pression mise par l'entourage, d'accord. Ok. Explique-moi, et puis on creuse pour les autres. C'était une dame en chirurto qui avait donc un ulcère chronique qu'elle devait faire soigner, qu'elle n'a pas souhaité faire soigner. Et ce jour-là, il l'avait ramenée à l'hôpital parce que ça s'était aggravé. Et ils étaient beaucoup. Elle avait de nombreux enfants. 11, je crois. 11 ou... Ah oui. Beaucoup d'enfants. Et donc, il y avait je ne sais plus combien de personnes dans la chambre. Tout autant au téléphone pour être témoin de ce qui se passe. On appelle, comme ça, ils sont tous témoins de ce que vous n'avez pas fait et tout ça. D'accord. Et ils exigent qu'on la soigne tout de suite. Mais en fait, cette dame-là, l'issue, c'était une amputation. Il n'y avait pas d'issue possible. C'était quelque chose de particulier. Et ça fait un moment qu'elle aurait dû se faire amputer, mais très peu. Et elle n'a pas souhaité le faire. Donc là, il fallait faire une amputation un peu plus grande puisque ça avait évolué. Et il était 21h
Et c'était l'heure que les familles partent, on ne pouvait pas garder les familles. On ne part pas tant que vous ne la soignez pas, tant que vous ne soignez pas sa douleur. Et tout était mis en place, mais malheureusement, on ne pouvait pas... Et elle refusait toujours l'amputation? Bah si, là, ses enfants, ils lui ont dit maintenant, il faut le faire, mais eux, ils ont peur pour leur maman, et ils nous agressent, nous, parce que ils sont un petit peu démunis aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que vous arrêtiez d'être en première ligne comme ça? C'est un personnel de sécurité partout? Il y en a, hein. Il y en a aux urgences, il y en a à l'entrée de l'hôpital, après il n'y en a pas dans tous les services, c'est sûr. Ça coûte des sous, ça... Ouais, ça coûte des sous, c'est D'accord. sûr. Ouais. Est-ce qu'entre le moment où tu es devenue maman ou autre, cet accompagnement-là, le rôle joué par les familles, leur attitude, est-ce qu'il y a un cas en particulier qui t'a choqué, qui t'a marqué quand tu regardes par-dessus ton épaule et que tu regardes ton passé d'infirmière? Est-ce qu'il y a une histoire où, soit par la violence du comportement de la famille, tu as été choqué, en dehors de celle-ci, soit par la légitimité de la détresse ou autre, tu as été touché, tu as vu plein de choses? Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui te vient à l'esprit à part celui-ci? Il y avait l'épisode dont je t'ai parlé de la petite fille, ça me revient tout le temps. Ouais. Mais après, il y a un autre épisode où maintenant que je suis maman, alors peut-être parce que je suis infirmière aussi, je l'aurais jamais fait comme ça, mais il y a eu, j'étais pas maman à l'époque, j'étais aux urgences pédiatriques, on devait faire une prise de sang et perfusion à un enfant de 3 ans, je n'ai plus trop de souvenirs, mais pas nourrisson en tout cas. Et l'enfant n'avait pas envie, mais il n'avait pas mal. On le savait, on lui a demandé, est-ce que tu as mal? À 3 ans, on est capable de dire si on a mal ou pas. Et pendant que je pique l'enfant, le parent m'a arraché l'enfant du lit. Donc, avec l'aiguille dans le bras. L'aiguille est en train d'être mise. Donc, oui, là, pour le coup, ça lui a fait mal. Et le parent n'a pas su gérer ses angoisses, son stress et tout ça. Et il nous a arraché l'enfant à l'enfant des bras. Et ça causait plus de tort au final à l'enfant que s'il n'avait pas bougé. Ouais. D'accord. Ok. C'est quand même dur parce que le quotidien, c'est pas seulement de gérer le patient, sa détresse, sa douleur, ses craintes, tout. Vous avez aussi sur le dos, on a l'impression même dans ce que tu me racontes là que c'est le plus dur. C'est le plus dur. C'est le plus dur parce que le patient, de toute façon, il est là, il a besoin d'être soigné. Oui. Et la famille, bien souvent, elle est mise un peu de côté. Et ça, c'est ce que je déplore justement dans mon poste, c'est que on prend pas assez le temps d'expliquer les choses à la famille, et du coup, la famille, elle se monte tout le film dans sa tête, elle fait monter son stress, elle s'imagine les pires choses, et du coup, ça devient de la colère, et on se dit, on s'occupe pas de ma maman, ou de mon enfant, ou quoi, et du coup, on est face à des gens très violents. D'accord. Alors après, les enfants, ils ont toujours les parents avec. Oui, quand t'es mineur, t'as toujours le parent avec toi. Mais des fois, c'est plus facile de gérer un enfant seul qu'un enfant avec son parent à côté qui est complètement stressé. Quand j'écoute toutes les choses que tu m'as énumérées là, qui sont déjà très intenses, je me dis que dans une période très ciblée, telle que le Covid, avec un contexte hors du commun, qui touche tout le monde en même temps, on a eu des épisodes grippaux, on a eu plein de situations que vous avez dû gérer en étant débordé, et même depuis le Covid, il y a eu des épisodes où la grippe a beaucoup frappé très fort. Je crois que c'est notamment l'année dernière, où ça a été très difficile à gérer. On en a moins parlé, même si on en a parlé, on en a un peu moins parlé que pendant la période du Covid, parce que tout le monde était évidemment que sur ça, mais quand même. Donc je vais profiter du fait de te rencontrer dans ces circonstances-là, pour aborder avec toi cette période-là, si tu le veux bien. Déjà, est-ce que c'est moi qui fabule complètement en pensant que forcément c'était invivable pour vous cette période-là, ou est-ce qu'au contraire juste on s'y est plus intéressé, mais c'est tout le temps en fait entre guillemets invivable? Est-ce que je suis crédule en pensant ça, ou est-ce que c'est une vérité que le Covid a vraiment marqué ta vie par les conditions de travail et ce qui s'y passait? Moi, il a vraiment marqué ma vie. Comment est-ce qu'il a le plus marqué ta vie? Qu'est-ce qui t'a le plus impacté? Tout le climat aussi ambiant, de peur de toute la population. Là, c'était très compliqué. Et les horaires, il n'y en avait plus. Tu passais ta vie à l'hôpital? Ouais.
On passait notre vie à l'hôpital, équipés comme jamais. On avait extrêmement chaud. On était vraiment, on avait tout. On avait notre blouse plus des combinaisons. Comme on ne savait pas si c'était. Surtout au début. Voilà. Alors moi, je l'ai pas eu au début. Moi, j'étais en Martinique quand il y avait le Covid. D'accord. Nous, on l'a eu à retardement. Ok. Donc, on avait quand même une petite idée de ce qui s'était passé. Moi, j'avais eu les échos de toutes mes amies infirmières de ce qu'elles avaient vécu. Mais les échos et ce qu'on vit, c'est complètement différent. Et après, dans le service, il faut s'adapter avec les absences, les malades, ceux qui ont eux-mêmes... Je sais qu'il y a des services où on disait, si t'as le Covid, tu viens travailler quand même. D'accord. Nous, c'était pas le cas. Ok. Nous, il fallait que... Enfin, voilà. Vous étiez en arrêt maladie. Voilà, on restait chez nous. Non, c'était difficile. C'était fatigant. Et c'était difficile parce que, à mon sens, on pouvait pas soigner les gens comme on le voulait, puisqu'il y avait plus d'accès au bloc opératoire, il y avait plus d'accès en réanimation, puisque les réanimations ont été complètement bondées. Oui, avec les problèmes respiratoires qu'il y avait, ce genre de choses. Ouais. D'accord. Et ça, c'était très frustrant pour moi de ne pas pouvoir soigner les gens correctement. Est-ce que tous les épisodes-là dont tu m'as parlé, alors l'accompagnement était circonstanciellement limité, étant donné qu'on n'avait pas le droit de se balader partout. Les accompagnants des malades ne pouvaient pas non plus rester comme on peut le faire aujourd'hui dans les champs, voilà, c'était interdit. On limitait les contacts au maximum. Est-ce que par rapport à ça, ça a été sur cet aspect-là plus facile pour vous de faire votre travail, dans votre rapport direct avec les patients, ce genre de choses, ou est-ce qu'au contraire, ça a décuplé l'inquiétude? Ça dépendait. Il y a parfois, c'était plus simple parce que, évidemment, on n'était pas sollicité constamment en présentiel. Par contre, au téléphone, on avait le téléphone qui sonnait tout le temps. Mais en présentiel, c'est sûr que c'est plus confortable de ne pas être dérangé constamment parce qu'on peut vraiment faire tous nos soins. Par contre, moi, j'ai vu que les patients, ils étaient moins bien parce qu'ils n'avaient pas les visites. Oui, ils n'avaient pas le soutien dont ils avaient besoin. Ils n'avaient pas le soutien dont ils avaient besoin et ça, c'était pas facile. Et souvent, les familles, alors on dit que les familles, des fois, nous embêtent, mais les familles, souvent, ils sont aussi là pour apporter des soins qu'on n'a pas le temps de faire. Une personne âgée avec qui on prend le temps de la faire manger, la famille aura forcément plus de temps de le faire que nous. Oui. Et ça vous permet de faire autre chose. Et ça nous permet de faire autre chose. Ce soit comme si vous tourniez les pouces le reste du temps. Non. D'accord. Ok. Est-ce que la période Covid a motivé le fait que tu arrêtes d'exercer en tant qu'infirmière? La période Covid m'a fait beaucoup de mal et a entamé ma réflexion sur mon choix d'arrêter mon activité. Quand tu dis qu'elle t'a fait beaucoup de mal, c'est par rapport à ce que tu viens de me décrire là, les conditions, les limites que vous aviez à pouvoir soigner les gens dans les meilleures conditions, c'est ça? Ou est-ce que c'est une pression mentale? Qu'est-ce que c'est qui t'a le plus fait? C'est un tout. C'est un tout. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des burn-out. Moi, j'en ai fait un. C'est encore difficile d'en parler parce que on a toujours peur de ce qu'on va penser de nous quand on dit qu'on a fait un burn-out. Surtout qu'on ne le voit pas venir. Donc, non. Avant même qu'on se rende compte que c'en est un. Il est déjà là. Ouais. Non, j'en ai fait un et ça a été assommant. Vraiment, je n'étais plus moi. C'est-à-dire? Je me reconnaissais plus, j'étais plus bienveillante avec ma famille au quotidien. Je pleurais énormément, je dormais pas. D'accord. Donc il y a eu toute cette période-là, c'était de la pression constante, du stress, du travail, pas envie de lâcher les collègues parce que tu sais que si tu t'arrêtes, ça va faire encore moins de collègues pour aider. D'accord. Non, c'était compliqué. Cette période de ton burn-out, elle correspond au Covid? C'est pendant le Covid ou après? Pendant. Pendant le Covid. Pendant le Covid, décalé pour nous. Oui. Oui, le Covid aux Antilles. Aux Antilles. D'accord. Comment tu le gères? Tu arrêtes de travailler? Au début, je m'arrête pas parce que je ne sais pas. Je pleure beaucoup, mais je mets ça sur la fatigue, je mets ça sur plein d'autres choses. Mais au final, il y avait une psychologue qui est passée dans le service pour discuter des décès, parce que à la base, notre service, c'était réadaptation cardio.
Donc, c'est les patients qui ont été opérés du cœur, qui vont mieux et qui sont là pour récupérer la forme et rentrer chez eux. Et dans ce service-là, beaucoup de mes collègues n'avaient jamais eu de décès dans leur vie professionnelle. Donc, elle était passée pour vraiment apporter du soutien à tous ceux qui en avaient besoin. Et moi, lorsque je suis allée la voir, toute seule après pour parler avec elle, elle m'a dit, mais attends, ça va pas là, enfin, tu dois t'arrêter, t'es au bout, t'es en burn-out, il faut absolument que tu t'arrêtes. J'ai dit non, je peux pas m'arrêter maintenant, c'est pas possible. Bon, elle m'a un petit peu imposé de m'arrêter. Elle t'a imposé? Ouais. Ouais. Ok. Il y a eu des alertes au niveau de ton cercle privé ou pas? Est-ce que ton mari t'a fait part du fait que t'as un peu changé ces derniers temps? Oui. Ouais. Que tu n'entendais pas? Non. Je n'entendais pas, et il y a même des alertes physiques. J'avais la tête qui tourne souvent, j'avais des palpitations je sentais une oppression. D'accord. J'étais très agressive avec mes fils. Ouais, donc aucune patience. Ouais, aucune patience. Une petite cuillère qui tombait, je vrillais, quoi. Elle dure combien de temps cette période pour toi? Moi, j'ai été incapable de retourner dans le service pendant 1 année. Mais tu y retournes? Non, j'y retourne pas parce qu'après, on a déménagé. D'accord. Mais après ça, tu es toujours infirmière? Je suis toujours infirmière. Donc, c'est pas à la suite de ça, tout de suite, que tu décides d'arrêter avec ton métier? Si, j'avais déjà entamé la réflexion. D'accord, Ouais. ok. La fin de cette réflexion, elle arrive quand et pourquoi? Qu'est-ce qui fait te dire, c'est bon, j'ai fait mon temps, j'arrête? C'était mon dernier poste. Mon dernier poste, je dirais pas forcément mon dernier poste, avec une responsable toxique. Et déjà, comme avant, je m'étais dit, bon, là, c'est compliqué, c'est peut-être le moment de changer d'activité. Nous, pendant les études d'infirmière, les cadres, les profs, ils nous avaient dit, vous savez, la vie d'une infirmière en service hospitalier, c'est 7 ans. Au bout de 7 ans, on arrête. Enfin, soit elle part, soit elle arrête d'être infirmière. D'accord. Et donc là, je m'étais dit, bon, je suis à 13, c'est pas mal. Ouais. Mais j'ai envie de retenter, et du coup, j'avais pris ce nouveau poste avec une fonction d'encadrement. Et je me suis dit, pour une fois, je vais aussi pouvoir apporter de la bienveillance dans le service, parce que j'ai pas toujours eu des encadrants bienveillants, donc à mon tour de pouvoir être bienveillante. Et malheureusement, ma cadre à moi n'était pas bienveillante. Et lorsque je suis arrivée, il y avait vraiment un climat pas de burn-out, parce que les filles étaient toujours là, mais elles étaient vraiment au bout du rouleau, quoi. C'est juste que lorsque j'ai voulu dénoncer ces actes que j'avais constatés sur les équipes, j'ai demandé un rendez-vous, et plutôt que on m'a dit oui, prenez rendez-vous par mail, et 1 heure après, la personne que je voulais dénoncer m'a fait venir et m'a dit, ta période d'essai s'arrête à effet immédiat, c'est terminé, merci, au revoir. Donc d'accord. Là, je me suis dit, bon, j'avais envie de changer, je l'ai pas fait, et là, peut-être que l'univers est en train de me dire, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas, quoi. Oui, d'accord. Ok. Bon, c'est pas forcément la fin que tu as choisie comme tu l'as choisie. C'est pas la fin, ouais. Mais je voulais déjà changer d'activité. C'est juste que je me suis obstinée une petite dernière fois. Bon. D'accord. La vie m'a dit, tu avais raison de vouloir changer, et il faut le faire, quoi. D'accord. Ok. Merci. On va finir sur une note un peu plus positive, si tu veux bien. Ouais. On a parlé des enfants dans un contexte très dramatique. Est-ce qu'il y a des anecdotes de tous les jours, quand même, qui arrivaient et qui te disaient, je suis au bon endroit, en train de faire la bonne chose comme il faut? Je pense à des retours, des retours positifs de patients, des échanges un peu privilégiés aussi avec des patients de tout âge, qui sont, même s'ils sont peut-être plus, comment dire, je sais pas s'ils sont plus rares, parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas, mais qui attirent un peu moins l'attention des gens qui t'écoutent, ils sont quand même là, ces moments privilégiés. Est-ce que tu en as un en tête? Oui, il y en a plusieurs. C'est vraiment tous les remerciements des patients. Et une fois, j'ai eu la surprise de recevoir un bouquet de fleurs
dans le service. Alors, toute l'équipe rigolait, elle disait « ton mari t'a envoyé des fleurs et tout ». Et puis là, on ouvre, non, en fait, c'était une patiente qui me remerciait pour tous les soins que je lui avais apportés. En fait, elle était toute seule avec ses 2 filles. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'elle avait aussi un mari qui n'était pas très gentil. D'accord. Et on avait beaucoup discuté, elle était restée longtemps dans le service. Et comme elle n'avait pas d'adulte qui pouvait l'aider, elle avait une voisine qui gardait ses enfants. Des fois, on fait on fait des gentillesses. Je lui ai amené le pain le matin parce qu'elle voulait un petit truc à manger. Et donc, elle m'avait remercié avec un bouquet de fleurs livré dans le service. Donc ça, c'est touchant. Ouais, c'est touchant. Pour boucler la boucle, tu m'as parlé de patients ou entourage alcoolisé avec qui ça débordait. Ouais. D'accord? Difficile à gérer. Les gens alcoolisés, des fois, c'est drôle. Ouais. T'en as vu des drôles? Il y en a, oui. J'ai en tête 2. C'était quoi? Ils étaient alcoolisés, alors ils avaient dû faire la fête, ou je sais pas exactement. Mais il y en avait un qui était encore complètement endormi, et le deuxième avait pour mission personnelle de s'échapper du service et de faire échapper son copain. Endormi. Ouais. Mission facile, oui. Donc du coup, il voulait d'abord vérifier si la voie était libre. Moi, on était en face de lui dans le couloir, mais je pense qu'il ne nous voyait pas. Et vraiment, il partait sur la pointe des pieds, vraiment comme ça, pour pas qu'on le voie, mais on et toi, t'es en face de lui. On est en face de lui et on le voit. Et après, dans le couloir, il a même fait une roulade, enfin, tu sais, comme les commandos, quoi. Non, vraiment, c'était... en pensant que personne le voyait. En pensant que personne le voyait. Ouais. D'accord. Alors qu'on est tous là en face de lui et qui... Donc, il revient à la chambre, il dit c'est bon, feu vert, on peut y aller. Mais il a jamais réussi à lever son copain parce que son copain est vraiment, lui, il ronflait. D'accord. Il ronflait à souhait, quoi. Il y a quand même des petits moments sympas qu'il faut garder. Il y a des petits moments sympas, oui. D'accord. Anne-Lise, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est vrai, avec plaisir, parce que c'était quand même éprouvant pour toi aujourd'hui. C'était éprouvant, ouais. C'était éprouvant. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas toujours très à l'aise encore aujourd'hui. Mais c'est important, je pense, de les partager et que ça reste pas des secrets. Je pense que c'est important pour toi, mais je pense surtout que c'est important pour les autres qui vont suivre un petit peu ton chemin et qui doivent être prévenus des complexités, on va dire, en tout cas, du métier, parce que c'est un métier dont on a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Mais j'espère que j'ai pas dégoûté tout le monde. Non. Tous ceux qui souhaitaient être infirmiers, j'espère qu'en m'écoutant, ils n'ont pas... Parce qu'on en a besoin. On en a besoin et de toute façon, c'est un métier passion. Tu l'as dit au tout début de cette interview que c'est un métier passion. Tu as aussi rappelé là les bons moments un peu légers, drôles qu'on pouvait avoir, ou compatissants qu'on pouvait avoir avec les patients ou leur entourage. Donc non, je pense pas qu'on est découragé. Par contre, je pense qu'il faut avertir, dénoncer aussi un petit peu ce qui s'y fait. Donc c'est important que tu le fasses. Et que, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est un métier passion. La passion, on a beau mettre plein d'arguments pour dire n'y va pas, quand on a envie, on y va. On y va. Donc, je pense que tu es très bien placé pour le savoir. Donc, si ça n'avait pas été ton cas, tu aurais arrêté au bout de peut-être 2 ans et t'en as fait 13. J'en ai fait 13. Je pense que la passion, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, merci beaucoup pour la confiance. Ça me touche beaucoup. Sans ça, cette émission, elle vaudrait pas grand-chose. Donc, un grand merci. Et puis, pour tous les autres, continuez de suivre Extra parce que voilà, il y a plein de témoignages touchants, importants, comme celui d'Anne-Lise aujourd'hui, qu'on veut vous partager. Encore une fois, des personnes dites ordinaires avec des parcours, des expériences de vie extraordinaires. Et les infirmiers et infirmières en font partie. Alors, un grand merci à vous tous et continuez de nous aider parce qu'on a besoin de vous. Allez, ciao.